C'est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce Jet Talk du mois de mai. Un Jet Talk qui toujours se fait décaler d'une semaine. Ça ira, ce ne sera pas possible de faire plus que 4 semaines de retard, donc normalement on est bon. Alors aujourd'hui, petit épisode un peu spécial. Il n'y a pas un speaker, il n'y a pas deux speakers, il n'y a pas trois speakers, mais on va être quatre à vous parler d'un projet qu'on a réalisé chez JetDev, un projet qui s'appelle Terre de Beauce, qui a pour objectif de transformer la gestion de livraison agricole. Rien que ça. Alors, c'est un petit rex sur le projet, parce que c'est toujours plus simple de voir des choses concrètes que juste de la théorie, une présentation de framework. Donc là, on va vraiment voir toutes les étapes du process pour réaliser un projet chez nous et comment on l'a mené à bien. Donc, déjà, je vous présente la fine équipe qui a travaillé dessus. David au commerce et à la relation client. Damien qui s'occupait de toute la partie design, UX, UI. Gauthier pour une partie du dev, accompagné par Gurvan pour la seconde moitié. Et enfin, moi-même pour tout ce qui est archi, mais aussi gestion de projet. Alors, le process, comment ça s'est passé ce projet? Donc, déjà, nous, on commence par la rencontre avec le client, un premier contact, on récupère la première partie du besoin. On va passer au requirement, on va faire une première étude par rapport à ce que le client nous a remonté comme envie de projet, comme périmètre. Et là, on va commencer à faire des petits points avec le client pour clarifier vraiment le besoin, lever les ambiguïtés, ce genre de choses. Je vois qu'on a un petit document qui va cadrer le projet. On va venir créer une estimation et un devis grâce à ça. Si le devis est accepté, évidemment, on part sur un kick-off du projet et on démarre. S'ensuit la phase de développement, qui est souvent qui est la phase la plus longue. Une première phase de design, donc on ajuste les wireframes qu'on a peut-être fait pendant la première étude. On fait des propositions en termes d'UI plutôt à ce moment-là. L'UX ont déjà été réfléchis. Et on démarre les itérations pour créer le produit, avec chaque fois des petites démos avec le client pour ajuster au fur et à mesure. Et enfin, dernière étape, c'est le handover. Alors on n'attend pas la fin pour livrer en prod, évidemment. Souvent, on fait une prod cachée, on laisse le client le temps de se familiariser avec l'application pour être sûr que tout se passe bien au moment où on fait le handover final de l'application. Du coup, qu'est-ce qu'on vient créer? Comment on cadre ce projet? On fait ce qu'on appelle un rapport de récupération du besoin. C'est vraiment en amont avant le kick-off. Dedans, on va retrouver toutes les informations générales sur le projet. Donc vraiment qui est le client, le cadre, la date, la deadline s'il y en a une. On vient présenter l'objectif général, les différents utilisateurs qui vont interagir avec le système. On fait une spécification fonctionnelle. Donc on va faire des petits diagrammes avec du mermaid généralement, mais vraiment voir les user journey. Les exigences non fonctionnelles, donc là c'est plus les choses qui ne sont pas faire attrait à des features, mais vraiment comment mon système il doit tenir la charge, c'est quoi les limites en termes de maintenabilité, de sécurité, ce genre de choses. On redéfinit bien le périmètre du projet en termes de jalons, de livrables. Si on fait plus qu'un MVP, dans le cadre de ce projet-ci, on est vraiment parti sur un MVP comme première livraison. Et on dit aussi ce qu'on ne fait pas. Parce que parfois, on peut avoir des ambiguïtés sur ce qui est fait, mais c'est bien de noter aussi tout ce qu'on ne fait pas. Et enfin, tout ça nous permet de faire notre estimation qui finit en devis. Et ça, c'est plutôt la partie commerciale. Donc, je vous présente un peu le projet. L'objectif, c'est de faire la gestion des trajets que les chauffeurs vont faire entre des usines, souvent des méthaniseurs, et des fermes. Et l'administrateur, le gestionnaire, il va avoir besoin de suivre tous les volumes qui sont transportés, savoir de quelle usine on a livré quelle quantité, de quelle marchandise, à quelle ferme, pour pouvoir, lui, derrière, faire sa facturation qui est, dans ce cas-ci, un volume par kilomètre parcouru. Et les utilisateurs, on va avoir deux utilisateurs sur ce système. D'un côté, les chauffeurs, qui vont s'occuper du transport, et de l'autre côté, les administrateurs qui vont justement faire ces suivis des différents trajets, des volumes transportés. Donc, spécification fonctionnelle, ici un exemple ultra simplifié avec une user journey, avec les user journey. Ici, donc, on a la connexion, l'utilisateur se connecte, il démarre son trajet, il choisit une usine de là où il va démarrer, il met le camion ou le tracteur qui fait le transport est pesé à vide, on fait le chargement, il est pesé après chargement, donc on connaît le poids du chargement, et enfin, il fait sa livraison, après avoir choisi la ferme où il va livrer, et il confirme sa livraison une fois terminée. Ce qui nous permet du coup d'agréger tous ces trajets à la fin de la journée. Et donc, pour l'administrateur, une fois qu'il accède à la plateforme, après s'être connecté, il va pouvoir suivre toutes ces livraisons et consulter les volumes livrés, que ce soit par marchandise, par usine, par ferme ou par chauffeur. On va retrouver aussi toute la partie gestion des entités qu'on retrouve
beaucoup d'applications de ce type. Donc là, gérer mes usines, mes fermes, donc tous les points de livraison. Les types de marchandises, qu'on peut livrer plusieurs marchandises de types différents qui vont avoir des paramètres différents, comme la densité par exemple. Et enfin, pouvoir gérer l'utilisateur pour que le client puisse gérer en toute autonomie ses différents chauffeurs, ajouter un autre administrateur s'il en a besoin demain. Voilà. Côté non fonctionnel pour ce projet, on avait en termes de performance, l'application doit être réactive, fluide pour les chauffeurs. Forcément, ils sont en train de passer leur journée à faire plein de livraisons. Le but, c'est pas de perdre du temps avec l'application, au contraire, c'est donc gagner. On va avoir d'un point de vue sécurité, là on a un truc assez classique, c'est un accès sécurisé avec une authentification. Donc là c'est du JWT, on utilise Firebase derrière, on viendra là-dessus plus tard. En termes de scalabilité, on n'est pas sur un pool de 2000, 3000, 4000, 5000 chauffeurs ou plus. Par contre, on doit prévoir une application qui peut scaler jusque-là. Ça se fait assez facilement avec ce qu'on a mis en place et de pouvoir monter avec les différents points de livraison. Et enfin, niveau fiabilité, petit truc supplémentaire, c'est qu'il y a beaucoup de livraisons qui sont faites au milieu des champs, et donc ça veut dire des zones blanches où on n'a pas de réseau. Il ne faut pas que ça perturbe l'utilisation de l'application par les chauffeurs, il faut que l'application continue de fonctionner en zone blanche, et qu'elle resynchronise les données par elle-même dès qu'on récupère le réseau. Donc, le petit point archi, avant de laisser la main à l'équipe. Concrètement, d'un point de vue contexte, si on reprend notre fameux C4 modèle, n'hésitez pas, il y a une vidéo sur notre chaîne pour en apprendre plus là-dessus. On a deux types d'utilisateurs qui vont utiliser le système Terre de Beauce. Donc, on a nommé l'application comme l'entreprise du client. Firebase pour l'authentification, Mailgun pour envoyer un rapport tous les jours de toutes les livraisons qui ont lieu à notre administrateur. Si on descend dans le système, qu'on regarde un petit peu, on a mis en place une web app, donc une application web qui va être utilisée par le navigateur. On n'a pas fait le choix de partir sur une app mobile parce qu'on n'a rien vraiment à gagner à passer par des stores sur cette application et à devoir potentiellement développer l'application deux fois si on le fait en natif ou passer sur du Flutter ou du React Native. Donc on reste simple sur une web app, surtout que là on avait à peu près 15 jours de prévu comme budget sur l'application. Une API qui va s'occuper de dialoguer avec l'ADB pour tout stocker et Firebase en externe toujours pour l'authentification. Si on parle techno, ce qui va intéresser pas mal de monde je pense, côté web app on est sur du Next.js, quelque chose d'assez classique. On va avoir du Nest côté back, donc on est sur une stack full TypeScript. On utilise le meilleur ORM du marché qui est Drizzle pour dialoguer avec la base. OJS pour la partie authentification avec Firebase. La partie DB c'est du Postgre sur Supabase. Donc, là aussi quelque chose d'assez classique qui marche bien. Mailgun forcément pour envoyer les mails. Et après pour tout ce qui est style, là c'est Damien qui vous en parlera plus. Mais nous de notre côté, Implem, on a utilisé ChatCN donc qui repose sur du Tailwind 4. Et enfin, c'est Gurven qui vous en parlera, mais pour toute la partie storage local, parce qu'on n'a pas tout le temps la connexion internet, on utilise du Dexy et du Service. Ça, je laisserai Gurven vous en parler plus. Et enfin, on teste tout ça avec Playwright parce qu'on n'a pas de QA désigné et je pense que c'est une bonne pratique que les développeurs soient inclus dans le processus de test et donc que ce soit eux qui écrivent les tests end-to-end. On utilise GitHub Action pour builder et tester notre application sur de la CI, Argo CD pour la déployer sur du Kubernetes, un cluster GKE dans ce cas-ci. Je vais laisser maintenant la main à Damien pour vous parler de l'approche design UX et UI. Donc je vais vous montrer le projet. C'est comme l'a dit Will, c'était un petit projet, donc il fallait aller assez vite. Donc l'idée ici, c'était de faire vraiment juste le nécessaire en termes de composants. Est-ce que je peux reprendre? Non, c'est pas grave. Du coup, je sais pas où donc vraiment le nécessaire au niveau du composant, au niveau des composants. Donc on a les headers, le calendar, la navigation, etc. On était parti sur une mobile first, étant donné que les chauffeurs allaient avoir juste leur téléphone. Donc en gros, toute la partie chauffeur est uniquement disponible sur iPhone, enfin smartphone. Donc comme vous disiez Will, on a du coup la connexion, on a ici donc tout le chemin pour valider le trajet. En gros, l'application,
elle a surtout deux sections. Donc on a le trajet en cours donc c'est une carte qui va évoluer au fur et à mesure du trajet et voilà pour sélectionner toutes les infos au fur et à mesure. Et toute la partie historique pour aller consulter les anciens trajets. Donc en fait, comment ça va se passer? Donc on va cliquer sur ajouter un trajet, on va mettre donc l'usine de départ. On a une petite liste où on sélectionne l'usine de départ. Et dans un second temps, on sélectionne la ferme d'arrivée. Une fois qu'on a l'arrivée, la destination et le départ, on va pouvoir rentrer le poids à vide. Donc en fait, ça suit vraiment les étapes du chauffeur pour lui demander vraiment les bonnes infos au bon moment. Et ensuite, on peut ajouter le poids total qui va voilà, nous donner le poids du chargement. Une fois qu'on est arrivé du coup à la ferme, on peut valider la livraison et dans ce cas-là, la carte s'en va et elle apparaît dans l'historique. On a aussi toute la partie juste pour prévenir un peu quand la connexion internet est indisponible. Donc l'idée c'est de dire que les données ne sont pas forcément à jour, mais voilà que c'est enregistré et que ce sera synchronisé dès qu'on retrouve une zone avec de la connexion. Donc voici pour la partie chauffeur et donc on a aussi la partie admin. Donc là c'est grossièrement plus de la consultation. Donc c'est de savoir quels trajets ont effectué. On a aussi un peu de dashboard qui n'est pas ici mais pour avoir toutes les données par jour, par ferme, etc. Donc on a tous les trajets, on a aussi tous les lieux qu'on peut configurer du coup, c'est dans cet endroit-là qu'on les configure pour tous les chauffeurs. Voilà. Et l'équipe, voilà, ça c'est pour donner les accès, donc du très basique. À noter quand même que du coup l'administrateur peut modifier le trajet, ce qui n'est pas vrai une fois qu'il est effectué. Voilà, donc soit l'usine de départ, soit l'usine d'arrivée, ce qui n'est pas vrai pour les chauffeurs. Et voilà, j'aurais aimé vous montrer le bouton, mais on ne peut pas. Si, on peut. Alors, donc voilà, on a juste vraiment, en fait, j'ai repris vraiment les composants de base, donc le form et le input. Et on a du coup le bouton ici. Et en fait, ça fait déjà 80% du tas facile. Donc c'est vraiment ça comme base pour créer pour faire un projet. C'est vraiment cette base qu'il faut utiliser et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et j'aime bien aussi me limiter à peu de composants au départ pour pouvoir les créer à force et que ce soit vraiment intéressant pour la maquette et pas juste un nouveau bouton bien compliqué qui sert. Donc voilà pour la partie graphique. Et il y a aussi donc on avait aussi peu au niveau de l'UI, le choix de l'UI en fait c'était par rapport donc à la marque, au logo, mais on avait peu d'éléments design. Donc l'idée c'était vraiment de reprendre les couleurs principales, donc le orange et le vert, et vraiment de créer tout un petit univers dans ces couleurs, mais en restant très basique et simple pour être efficace et vraiment pas de faire superflu, vraiment laisser toute l'idée que ce soit le plus pratique possible et le plus évident avec des grosses lettres, etc. Donc voilà, l'idée derrière lui, c'était vraiment la simplicité, quoi. Voilà, je vais passer la main au dev. Alors, moi j'ai nommé ma partie un peu le speed dev, parce que vous imaginez bien que donc, toute la partie architecture et la partie design, bah, ça prend du temps. C'est absolument pas à négliger, mais le budget du client était très très serré.
Et donc du coup, l'application devait être faite très rapidement. Donc l'un des premiers éléments que j'ai vraiment utilisé et principalement découvert sur ce projet-là, ça a été les vibe coding. En fait, avant qu'on mette un nom dessus, parce que je ne savais pas que ça s'appelait le vibe coding, mais finalement, moi, je l'utilisais énormément. Compléter les fonctions, finaliser des éléments. La plupart des choses étaient neuves ou vides. Chatsen propose un panel énorme de composants, mais pas adapté au style que Damien nous a proposé. Et l'idée de dire, ok, je voudrais un bouton orange rond plutôt blanc qui s'adapte en mobile, mais aussi bien en desktop. Ça a vraiment permis d'accélérer le dev. J'avais l'impression d'être à 150% de mes capacités, tout en comprenant ce qu'ils faisaient et en optimisant le plus possible. Alors bien évidemment, il y a énormément de... il y a pas énormément. Il y a pas mal de points où j'aurais aimé être un peu plus précis. Cependant, le temps manquait, d'autant plus que j'avais du coup d'autres impératifs après à la suite de la mission Terre de Beauce. Et donc je ne pouvais pas perfectionner ces éléments. Et l'un des plus gros points négatifs que j'ai vu dans le vibe coding, c'est la duplication de code. Alors dans un POC, c'est pas très grave parce qu'on est là pour faire du rapide et du fonctionnel. Donc il y a eu de la duplication de code, mais c'est fonctionnel, c'est pas très grave. Là où Urban a beaucoup corrigé certaines de ses duplications. Mais ça a été un des points qui m'a vraiment aidé à développer. Ensuite, moi je suis un grand défenseur de Tailwind parce que même si parfois les styles sont un peu à rallonge, notamment sur les exemples qu'on peut trouver sur internet, on a une efficacité dans le dev et dans le style. Toutes mes comparaisons par rapport à la maquette, simplement 3 écrans ou 2 écrans et dont un scindé avec la maquette, mon code et la page, en quelques instants, juste quelques balises qui s'apprennent très rapidement, merci Flex. Ça va super vite et on comprend tout ce qu'on fait et c'est vraiment hyper efficace. Donc ça c'est un peu la stack. Alors c'est Merde je crois, enfin, c'est Next.js, Nest.js, et Tailwind et tout, et Chatsen. Du coup c'est cette grosse stack là qui est très utilisée aujourd'hui, qui fait que pour faire des POC ça va super vite. Ça a été quand même un challenge parce que moi je suis plus back que front, mais ça a été exigeant parce que fallait être ISO maquette. Mais globalement, je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Donc j'ai été plutôt content et le code est malgré tout maintenable parce que parfois Tailwind ça peut être vraiment baveux à plus savoir où mettre de la tête dans toutes les balises qu'on a, notamment si on veut faire beaucoup de mobile et d'adaptatif. Là, on avait vraiment 2 applications scindées, un dashboard qui était quasiment desktop only et une application chauffeur qui était mobile only. Donc en fait, on pouvait aller sur l'un sur l'autre sans pour autant que ça soit 100% responsive. Ensuite, React 19 qui apporte pas mal d'éléments utiles, notamment avec les use, les states et les use, qui ont été vraiment retravaillés dans React 19. Donc ça, c'est comme on utilisait une stack très 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 moderne, on a pu s'en servir, c'était intéressant. Parfois un peu, comment dire, trop peu documenté et trop peu référencé, notamment dans Stack Overflow ou dans d'autres éléments sur la communauté. Mais malgré tout, très efficace et le build se fait très très bien. Et globalement, voilà, donc c'était un peu. Le speed dev, ça a été intéressant. J'en avais vraiment jamais fait comme ça, à plus de 150% de mes capacités, vraiment, je redis, hein, mais on va super vite pour faire des éléments propres. Pour de transformer de POC en application un peu plus concrète, il n'y a pas énormément de travail non plus à faire parce que tout a été pré-mâché. Et malgré tout, je trouve que c'est le vibe coding intelligent dans le sens où on va utiliser des autocomplétions un peu abusives qui sont parfois, ça fait ce qu'on attend, parfois pas du tout, hein. Mais donc voilà, une très forte autocomplétion et des manques de connaissances qui, au lieu de chercher sur internet et de cliquer soi-même, c'est tout automatique finalement. Donc voilà, et n'hésitez pas à utiliser Mistral parce que c'est français et ça c'est chouette. Donc voilà, mais c'était très intéressant. Si vous avez envie de plus de questions, je suis tout à fait ouvert à la discussion parce que le vibe coding c'est un sujet qui est à grand débat en ce moment. L'idée c'est de faire toujours quelque chose d'intelligent, d'avoir un regard sur ce qu'on copie-colle dans son idée. Et je vais laisser la main à Gugu pour la suite.
Alors de mon côté, moi je vais vous parler d'un défi de cette application qui a été le mode offline. Donc, pour recontextualiser un peu, la Beauce c'est grand, c'est très grand, c'est beaucoup de champs, on le voit beaucoup sur l'image, en tout cas c'est une image de la Beauce. Et il n'y a pas souvent, enfin il n'y a pas toujours de la connexion, et s'il y a un livreur qui perd la connexion en plein milieu de sa livraison, et ben on ne peut pas suivre ce qu'il a fait, on ne peut pas retracer son trajet. Donc c'est pour les livraisons bien sûr, et en fait le client de base quand on lui a énoncé le problème, il nous avait dit on n'a qu'à pour ces cas-là quand il y a une perte de connexion, on fera comme à l'ancienne, on va noter sur les feuilles et puis on va reporter à la fin. Sauf qu'on s'est dit ça sert à rien au final de faire une application où dans cette application c'est prévu qu'on fasse comme avant. Donc on s'est dit on va implémenter un mode offline. Pour implémenter un mode offline, il a fallu qu'on passe notre application en Progressive Web App. Donc là, ça a été le début des embrouilles, parce que pour ceux qui en ont déjà fait, ça mêle beaucoup de technologies et de choses qu'on va voir au fil de cette présentation. Donc déjà, ça commence par le cache, parce que forcément, les fichiers JS, CSS, HTML doivent être accessibles en local, donc sans connexion Internet. Pour ça, on utilisait nous un bundler qui va nous créer nos fichiers, etc. Sauf que le nom est dynamique. Forcément, ça ne s'appelle pas toujours forcément pareil. Pour gérer la Progressive Web App, on a utilisé une librairie qui s'appelle Servist, donc, qui est disponible pour tous les projets qui se mêlent à JavaScript et TypeScript. Donc je vous invite à regarder directement, elle propose vraiment beaucoup de choses, notamment une partie qui va nous permettre de mettre des expressions régulières pour savoir qu'est-ce qu'on veut cacher, quel est le format de fichier qu'on veut cacher. Donc c'est là qu'on va dire tous les fichiers CSS, JS, toutes les images, les icônes, tout ça, on va les mettre en cache pour la partie driver. Ensuite, maintenant qu'on a notre application qui fonctionne en hors ligne, donc on a les fichiers statiques, on a notre application, mais on n'a plus la donnée. On peut faire des appels directement et cacher les réponses de l'API, donc avoir les données des fermes, les données des marchandises, tout ça, mais ça ne prend pas en compte le côté enregistré de la donnée. Donc par exemple, si je crée un trajet, la réponse, elle n'a jamais été faite, donc on ne peut pas la mettre en cache. Pour ça, on a décidé d'utiliser IndexDB, donc c'est la base de données du navigateur. Sauf que IndexDB, pour ceux qui en ont fait, c'est pas très sexy. C'est des promesses dans tous les sens, c'est assez hasardeux. Donc on a pris la décision de passer sur une autre librairie, comme si on n'avait pas assez, de prendre Dexy, donc qui est une surcouche à TypeScript, donc qui permet d'avoir des objets directement dans notre application et de partager ces objets-là avec le fonctionnel. Donc Dexy, ça nous a permis de stocker les informations en local en attendant d'avoir de la connexion. Donc là c'est cool, on a nos données, elles sont stockées en local, mais comment on les synchronise après? Parce qu'une fois qu'on repasse en mode connexion, il faut les synchroniser. Mais qu'est-ce qu'on synchronise? Parce que si l'administrateur a fait une modification entre-temps sur notre trajet, parce qu'on s'est trompé de marchandise par exemple, on va écraser la donnée ou bien on va écraser ce qu'a fait le driver. Donc ça a été une question qu'on avait posée au client notamment, et on a pris la décision que ce qui était driver allait écraser ce qui était distant. Parce que c'est lui qui fait le trajet, et au pire on fixera ça après, a posteriori. Pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin d'update, c'est pas compliqué. On a pris les trajets en cours, et puis une fois qu'ils étaient modifiés, on a mis un flag en disant celui-là il a été modifié, il y a besoin d'être écrasé. Comme ça, toutes les modifications admin ne sont pas nécessairement écrasées s'ils n'ont pas été modifiés. Ça paraît tout bête. Maintenant, du coup, qui gagne? En fait, c'est un peu un va-et-vient. C'est des fois le distant quand ça n'a pas été modifié et le local quand ça a été modifié. Donc là, on s'est dit, super, notre application, elle marche. Elle est offline. On a les données, c'est persistant, on synchronise, etc. Sauf que maintenant, on se demandait, c'est bien, on synchronise à chaque fois qu'on rafraîchit la page. On regarde si on a de la connexion, mais c'est pas optimisé, ça, du coup. On a le flag d'update, pour pas forcément toujours tout synchroniser, mais est-ce qu'on n'optimiserait pas ça un petit peu? Donc nous on s'est posé la question, on s'est dit qu'on était quand même dans un POC, donc passer du temps sur l'optimisation vraiment approfondie de ce mode offline, c'était pas quelque chose de forcément nécessaire, étant donné que le flag d'update réduisait quand même déjà beaucoup les appels. Après ça, on a une partie qui concernait le test, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir la protection anti-zone blanche, mais s'il y a un driver qui est dans une zone blanche et qu'il y a un bug, c'est pas super. Donc pour ça, on a pris le mojo de tous les développeurs. Tester, c'est bien. Tester, c'est bien. Du coup, on a testé l'app, on a installé Playwright, et puis on a commencé à mettre des tests end-to-end. Donc pour ceux qui sont pas très enclins avec le end-to-end, donc en fait, ça va
reproduire exactement l'action d'un utilisateur dans la page et vérifier les actions que ça a, par exemple, en base de données. Vérifier qu'un bouton, il ouvre bien une modale, vérifier que quand on fait valider, ça valide bien. Et donc c'est pour ça que c'était celui-là qui nous a paru le plus important, parce que ça vérifie que l'interface graphique, elle fonctionne. Ça va aussi automatiser les vérifications des règles de gestion. Donc par exemple, vérifier que ce bouton-là est bien désactivé, parce que l'utilisateur ne sait pas forcément toujours ce qu'il fait. Et aussi de voir si les boutons sont bien modifiés quand on les sélectionne, tout ça, tout ça. Donc maintenant, on peut tester l'interface graphique, tout ça, mais vient le problème de comment on vérifie que la donnée, elle est bien modifiée. Donc en fait, nous, sur nos postes, chacun a sa base de données locale. Sauf que si on lance les tests et que ça vient bouger notre base locale, et en fait, ça va tout enlever ce que nous, on a fait, ou même, on va se baser sur des choses qui sont fausses. Souvent, quand on fait des tests, on aime bien avoir une base de données qui est vide. Donc pour ça, on se dit, ok, on va en créer une. Pour en créer une, rien de plus simple, rien de plus simple. On a pris la liberté de partir sur des test containers, voilà, sur les test containers. Donc ils vont nous créer une base de données dès qu'on démarre les tests, qui sera donc vide et accessible. Maintenant, il faut que nos applications soient démarrées, parce que le back-end, par exemple, s'appuie sur un URL de base de données qui ne sera pas forcément le même que celui créé par test container, qui ne sera même pas le même. Donc pour ça, Playwright nous propose d'avoir un global setup, donc c'est un fichier JavaScript tout simple, où on peut dire des choses à faire. Donc c'est là qu'on va venir démarrer notre back, démarrer notre front, créer notre base de données, lier les deux, tout ça. Donc maintenant c'est bien, on a nos processus, le back est démarré, le front est démarré, la base de données est démarrée, mais quand on a fini, qu'est-ce que ça devient? Parce qu'on ne va pas laisser ça tourner tout le temps, quoi. Donc là aussi, Playwright, il a tout prévu en fait. À la manière du global setup, on a un global teardown où on va faire un script pareil, où on va venir dire ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Mais comment savoir qu'est-ce qu'on n'en veut plus? Et on passe par l'environnement. Le global setup et le global teardown, ils partagent le même environnement. Ça veut dire qu'en setup, on va dire ce processus, il a telle adresse. Donc comme ça, dans le global teardown, on va pouvoir venir l'arrêter, tout simplement. Donc au final, c'est plein de petites questions qui paraissent un peu compliquées, mais qui au final, quand on les décompose, sont vachement simples. Bien sûr, là aussi, on s'était dit, ok, mais si le port est déjà utilisé, est-ce qu'on redémarre sur un autre port et on communique le port au front, tout ça, tout ça. Puis on s'est dit, bon, c'est un poke, on va partir du principe que rien n'est démarré parce qu'on est dans un environnement qui est censé être pour de la CI, donc les ports sont libres. Donc on s'est dit, c'est déjà bien, donc on va pas essayer de chercher mieux et perdre du temps à faire quelque chose de trop parfait. Et pour la suite, je vais laisser Will reprendre la main. Du coup, si on est tiré quelques petits apprentissages quand même de tout ce qu'on a pu faire, et il y a des choses qui ont été plus compliquées qu'il n'y paraît. Par exemple, l'authentification fluide Next plus Nest. Donc là, on a repris des principes qui sont classiques quand on fait une app avec un back Java, ce qui est plus généralement notre expertise. Et il est à constater quand même que quand on intègre une librairie d'authentification à Next, Next ou ce type de méta-framework, souvent la doc, elle part du principe qu'on va utiliser que ce méta-framework pour avoir la partie front et back. Et on ne va pas avoir souvent d'authentification documentée côté API full backend. Par exemple, Betterauth, on a pu voir là sur notre projet, qui est notre librairie d'authentification qui est très bien documentée pourtant, il n'y a pas encore de documentation pour la partie Nest.js. Donc voilà, donc on a dû un petit peu se creuser les méninges, mais après ça reste assez classique. Mais il faut constater quand même que ce genre de choses n'est pas documenté par les différents frameworks. Une chose aussi, et ça c'est un conseil, un apprentissage que je tire de ce projet, c'est que si on sait qu'on va avoir un modeur connecté dans une application, moi je recommande fortement d'avoir une approche local first. C'est-à-dire dès le début du projet, réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser comme lib, comme outil pour gérer la partie avec le modeur connexion. L'approche local first, c'est un monde à part entière et je pense que c'est quelque chose qui va progresser encore plus dans les années à venir parce que ça permet vraiment d'optimiser le nombre de requêtes qu'on fait et de gagner en performance. Là, nous, on a fait un petit peu à la mano, faire du Dexy plus du service à la mano. Quand on regarde, il y a une panoplie d'outils local first qu'on vous présentera bientôt dans un Jet Talk, mais qui permettent d'aller beaucoup plus vite encore que ce qu'on a fait. Là, c'est bien, le fait qu'on ait mis les mains dedans, ça nous apprend à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Pour la qualité de code, Playwright, on a testé pas mal en interne chez JDev, on a testé d'autres outils, notamment Cypress aussi pour être end-to-end.
Playwright, il faut constater que ça va très vite à mettre en place, c'est facile à utiliser, il n'y a pas de paywall si on veut lancer les tests en parallèle, ce genre de choses. Et quand on a une équipe ou un projet où il n'y a pas de QA dédié, c'est quand même vachement pratique d'avoir une suite de tests automatisée qu'on peut relancer en un bouton et être sûr qu'on n'a rien cassé. Donc l'optimisation du budget, donc là Gauthier en a parlé, il y a le vibe coding. C'est la première fois qu'on vraiment pousse du vibe coding sur un projet client. C'est une belle expérience, c'est pas mal. Je pense que ce qu'on peut en tirer, c'est que ça reste un accélérateur avant tout, le fait d'être aidé par l'IA pour coder. Si quelqu'un fait n'importe quoi de base, il fera n'importe quoi 10 fois plus vite. Si par contre il prend le temps de faire les choses bien, de toujours penser à la qualité et de comprendre surtout ce que l'IA est en train de lui recracher, on gagne vraiment du temps, surtout sur tout ce qui est boilerplate. Voilà. Sachant qu'en faisant du vibe coding, on continue de faire de la code review à chaque feature qu'on sort. Parfois, c'était dur de savoir si quelqu'un avait fait du vibe coding ou s'il avait codé le truc proprement de par lui-même. Donc on voit qu'on a quand même une certaine qualité sur les outils qu'on a pu utiliser. Impact métier. Donc c'est bien, on a fait une belle application, on s'est éclaté, on a mis des technos cool, mais qu'est-ce que ça donne? Du coup, on a déjà les premiers retours, parce que l'application, maintenant, elle est depuis presque un mois en production. Notre client nous a remonté qu'il y a quand même des gains de temps, parce qu'avant, il devait reporter lui-même ce que les chauffeurs notaient sur du papier dans un Excel ou enfin, son outil. Donc là, c'est plus nécessaire, donc une meilleure traçabilité, c'est plus simple pour lui de voir ce qui est vraiment réalisé par son équipe. Moins d'erreurs humaines. Forcément, parfois on a oublié de noter un truc sur le papier. Là, il n'y a pas moyen de rater une étape. On est obligé de tout remplir vraiment dans l'application pour pouvoir continuer le trajet. On a eu des retours très positifs, ce qui est une bonne chose. Et du coup, peut-être une V2 en préparation, ou du moins des nouvelles features pour cette application. On sait que le offline peut être optimisé. Donc peut-être remplacer ce qu'on a fait nous-mêmes par quelque chose qui est déjà packagé, donc une solution, une librairie. Peut-être avoir un système de notification avec un peu plus de géologue poussé, ce genre de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut venir rajouter sur ce projet. Donc on a hâte de voir la suite. Voilà, c'est un peu tout pour nous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Petite question vibe coding. Là, c'était plutôt vibe coding, plutôt orienté outils. Est-ce que tu as pu utiliser des IDE vibe coding? Donc, on pense surtout à Cursor, ou tu es resté plutôt classique avec des agents IA? Non, je suis vachement resté avec des agents IA. Alors, en intégré à mon IDE pour être rapide, j'avais Copilot qui était intégré, donc avec un chat à côté si vraiment il dit raconter n'importe quoi. J'avais l'autocomplétion de Copilot, mais globalement, c'était beaucoup de chat qui étaient à côté. Cursor, c'était encore un peu au stade de. Il y avait un nombre de tokens limité. Enfin, c'était un peu complexe d'avoir Cursor et me familiariser avec un nouvel IDE en si peu de temps, ça aurait été plus, je pense, une perte de temps. Aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant s'il y a un projet comme ça qui est refait en période un peu plus creuse, de repartir sur Cursor et de se relancer si vraiment le vibe coding est efficace. Moi, j'ai trouvé ça efficace avec un IDE intégré, donc les petites questions rapides, c'était pour Copilot. Par contre, les questions beaucoup plus complexes, c'était pour des modèles qui étaient plus performants. En général, des modèles plus poussés que GPT-4o. En général, je crois que c'était ceux que j'utilisais. Mais voilà, donc globalement, non, j'étais pas sur un IDE poussé IA. Et du coup, quel est le meilleur modèle? Alors le modèle en termes d'efficacité, je dirais, parce qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. En termes d'efficacité, Mistral, quand on veut quelque chose de rapide, convertir un fichier, dire explique-moi rapidement ce fichier, Mistral est extrêmement rapide et l'application est bien intégrée. En termes de qualité de code et de progression, je pense que, alors comme ils sont un peu copains parce qu'ils utilisent les mêmes modèles, ChatGPT et Copilot donnent des choses similaires. Par contre, Mistral a un peu encore du mal avec la qualité du code. Et tu parlais que l'IA t'a aidé à faire donc, tout ce qui est bouton, intégration de fonctionnalités. Est-ce que vous avez pu aussi l'utiliser pour générer les tests end-to-end par exemple? Ça, c'est à Göran de répondre parce que moi, je l'utilise personnellement, mais Göran. Alors de mon côté, vu que je découvrais Playwright de base, je me suis dit que j'allais essayer de le faire un peu à la main avant de le faire par quelqu'un d'autre. Sinon, ils m'auraient sorti un truc et j'aurais jamais compris. Donc effectivement, là, maintenant que je comprends un petit peu plus Playwright, pourquoi pas essayer de le faire en vibe coding. Maintenant, c'est à voir avec les projets qui viennent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Nest plutôt que Spring Boot par exemple?
Pourquoi Next plutôt que Bah, déjà, en fait, là, il y a une question qui se posait vraiment, c'est est-ce qu'on a besoin d'un back-end détaché ou est-ce que la partie back-end de Next n'aurait pas pu faire le taf? Là, on est sur un MVP, il n'y a pas beaucoup de chauffeurs dans l'utilisation principale de notre client. Donc on aurait pu se dire, bon, on part en Next, on perd un composant à gérer, enfin, tout est beaucoup plus intégré, c'est facile. Sauf que là, je me suis dit, on a potentiellement des grandes chances que ça scale comme application, parce qu'avec des échanges avec le client, on a pu percevoir ça. Euh, Démultiplier des backends sans démultiplier des applications Next, ça paraît une bonne idée. Demain, peut-être qu'il va y avoir vraiment une application mobile qui doit être déployée, parce qu'on va avoir de la géologue pour vraiment suivre les livraisons au mètre près, ce genre de choses. Donc on a préféré ouvrir un backend séparé, tout simplement. Et pourquoi pas du Spring Boot Java, parce que là, on voulait tester une stack full TypeScript. Alors on aurait pu la pousser plus loin, on n'a pas forcément mis de turbo repo de Unix. Ça, c'est l'étape que maintenant qu'on teste sur notre projet. Mais en gros, ça permet de rester dans un écosystème TypeScript. Et c'est plutôt agréable de l'expérience que moi j'en ai personnellement. Voilà. Ouais, encore moi, en parlant de Next, de ce que j'ai compris, c'est une PWA, donc vous shippez ça avec le builder statique, avec le builder statique. Est-ce que c'est un réel intérêt d'avoir Next quand on fait du builder statique? Alors, on ne build pas en statique, on fait du rendu côté serveur Avec la PWA? avec la PWA. Je pensais que c'était pas possible, mais en fait, oui. Donc on a un petit peu, on reprend un peu le truc des app shell de l'époque où les PWA ont commencé à apparaître avec Angular il y a plus de 7 ans maintenant, je pense. Et en fait, on a le rendu côté serveur qui a lieu quand même. Par contre, on a quand même des composants clients qui vont charger la donnée à certains endroits. Donc la majorité de la page HTML qu'on a, elle est rendue telle quelle, elle est mise en cache. Et alors, on fait du routing, si on a du réseau ou pas, soit on va taper l'API, soit on va taper notre cache locale avec l'index DB et Dexy. Et ça marche plutôt bien comme ça. C'était un peu galère à mettre en place. C'est pas juste une solution, on se dit ok, je vais faire du local first avec Next, je rajoute 2 libs et je change une ligne de code. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Si j'avais réfléchi local first, je serais peut-être parti sur du Angular parce que c'est là où j'ai fait le plus de PWA dans ma carrière. Mais c'est pas insurmontable avec Next. Et petite particularité, ouais, on fonctionne en mode. Le Next est quasiment autoporté dans le sens où c'est le Next qui va gérer toute l'authentification. Donc on utilise quand même le backend de Next comme un BFF. Et c'est lui qui va gérer ce token d'authentification et le forward au back. Voilà. Donc les deux ne sont pas complètement décorrélés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des suggestions, des remarques, des revendications. Ouais, encore une question archi. Vas-y. Vous êtes parti sur du cube. Ouais. Est-ce que du Cloud Run ça aurait pas été un peu moins cher? Ah oui, si on partait de from scratch, forcément, le cube, c'est overkill par rapport aux besoins en termes d'infra et en termes de coût aussi. Avoir un truc limite serverless, ça aurait été trop léger et trop coûteux, je pense, si un jour ça scale. Là, pourquoi on est parti là-dessus? Parce qu'on a une sorte de cluster, on va dire, mutualisé pour certaines applications qui ont un genre de taille. Donc, on isole quand même par namespace, par nœud, mais on partage un même cluster. Donc on n'avait pas forcément un coût exorbitant côté infra. Le coût d'infra est toujours là. Il ne faut pas que l'application soit crashée parce que forcément ça va imposer que les chauffeurs ils perdent du temps déjà, puis ils vont devoir tout noter, puis quelqu'un va devoir tout reporter dans l'application, ça fait perdre du temps. On a quand même besoin de la résilience et de pouvoir scaler. Et plutôt question projet. De ce fait, le client, vous lui avez vendu le code et maintenant c'est lui qui se démerde pour les prochaines évolutions ou vous lui avez vendu un contrat de maintenabilité derrière? Non, voilà. On est plus sur un contrat de maintenabilité, c'est plutôt le standard chez nous. C'est rare qu'un client nous demande vraiment juste le code et après je me débrouille. Ça arrive et c'est déjà arrivé, mais on est plus dans une optique vraiment d'accompagnement. Donc là, ce qu'on fait, c'est quand on fait le handover, on livre l'application, donc on ouvre la prod, s'il y avait des données tests que le client a testé l'application en prod, on les wipe, on repart sur quelque chose de propre si besoin, ce n'est pas toujours le cas. Et là, vraiment, nous, on va avoir un suivi beaucoup plus poussé pendant les premières semaines d'utilisation. Souvent, on va avoir un groupe WhatsApp avec le client pour être réactif, répondre à ses questions.
S'il y a des retours, des choses qu'on n'a pas vues pendant les phases de recette, c'est là qu'on va venir les corriger. Et souvent, c'est là quand le client commence vraiment à utiliser l'application de manière intensive, on commence à avoir des messages. Eh, c'est bien, si plus tard on ferait un truc comme ça, ou pourquoi pas ça. Et là, on peut déjà donner des idées, des propositions. Et c'est pour ça que là, potentiellement, on fera une des deux avec les idées qui arrivent. Voilà. Donc vraiment, l'idée, quand on le peut, c'est de suivre forcément le produit, d'apporter nous des suggestions et d'être à l'écoute de ce que le client a besoin. Autre question? On est bon? Bon. Eh bien, merci en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas, si des questions viennent, plus tard.